Bienvenue à tous dans ce 28e épisode des NBA Stories. Le joueur que nous allons découvrir dans ce numéro n'a pas un nom aussi ronflant que d'autres stars de la NBA. Pourtant, celui que l'on surnomme Dr. J a marqué l'histoire du basketball de par sa classe et son élégance. Joueur emblématique de la ABA, puis de la NBA, Julius Erving fut lors des années 70 et 80 une célébrité aussi bien sur les parquets que dans la culture populaire américaine. Oui, la carrière de Dr. J fut haute en couleurs et permit à cet artiste de la balle orange d'inscrire à jamais son nom dans le panthéon des légendes du basketball. Nous souhaitons remercier les sponsors qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également nous supporter, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour offrir un pourboire. Aucun montant minimal n'est requis et votre nom apparaîtra dans notre prochain épisode en tant que sponsor. Il est maintenant temps de vous installer confortablement, réchauffer les pop-corns et découvrir avec nous la légende du Dr. J, Julius Erving. En 1950, la Seconde Guerre mondiale est finie depuis 5 ans, et l'optimisme s'installa à nouveau au cœur de la société américaine. Le chômage est quasi inexistant, les usines fonctionnent à plein régime, le mambo fait fureur dans les clubs mondains, et un jeune acteur du nom de James Dean se fait remarquer dans un spot publicitaire pour Pepsi Cola. Mais pour Julius et Callie Mae Erving, la mélodie du bonheur fut rythmée par le souffle de leur nouveau fils, Julius Winfield II, qui naquit à New York le 22 février 1950. La famille Erving habitait dans un logement social de la ville d'Hempstead, situé dans la banlieue de la Grosse Pomme. Couple afro-américain pauvre, les Erving divorcèrent 3 années après la naissance de Julius. Son père déserta la vie de famille et périt dans un accident de voiture quelques années plus tard, lorsque Julius était âgé de seulement 7 ans. Sur cet épisode, il s'exprima plus tard en disant « Je n'avais jamais vraiment eu de père. Lorsqu'il décéda, cette possibilité disparut pour toujours. » Mère célibataire de 3 enfants, Callie Erving travailla du matin au soir en tant que femme de ménage pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle confia ainsi à Julius la tâche de veiller sur son petit frère, Marvin. Physiquement fragile, ce dernier souffrait de nombreux soucis pulmonaires et Julius prit soin de lui en endossant le rôle du père qu'il n'avait pas. He was smart, very book smart. You know, he was the one who always got sick. And for the father's role and, being more than a big brother. Archie Rogers, un ami d'enfance des Erving, s'exprima des décennies plus tard en ces mots. Marvin était davantage tourné vers la lecture, mais il était sympathique. Il avait une grande estime pour Julius. Le havre de paix des frères Erving était situé en face de leur immeuble et portait le nom de Campbell Park, un playground de basketball en mauvais état, mais suffisant pour s'y offrir un moment d'évasion. Il dira « C'était un endroit spécial pour moi. Nous y allions tous les jours pour jouer au basketball, qu'il pleuve ou qu'il neige. » Pourtant, en 1962, lors d'un jour d'hiver rugueux, Julius Erving et son ami Archie Rogers enfourchèrent leur vélo et se mirent à la recherche d'un terrain couvert où ils pourraient jouer au chaud. Alors qu'ils dirigeaient un entraînement dans un centre communautaire de l'armée du salut, Don Ryan fut interrompu par son adjoint, qui lui dit à l'oreille que 2 enfants voulaient s'entretenir avec lui. S'en allant à leur rencontre, il vit alors Julius et Archie, âgés de seulement 12 ans, lui demandant s'ils pouvaient jouer au basketball dans le gymnase, ce à quoi Ryan répondit positivement. Le centre se trouvait dans un quartier blanc, et les 2 jeunes adolescents étaient les seuls Afro-Américains à jouer pour l'équipe. 2 black kids and 10 white kids, and we became a team. Alors que Julius était âgé de 13 ans, la famille Erving quitta leur logement social pour s'installer dans une petite maison avec jardin, ce qui lui permet de pouvoir jouer au basketball à n'importe quel moment de la journée. Montrant des qualités certaines pour ce sport, Julius fut sélectionné pour rejoindre l'équipe du lycée Roosevelt. C'est par l'intermédiaire d'un ami et coéquipier, du nom de Leon Saunders, qu'Erving gagna son surnom de docteur. Actually, at high school, I had a buddy who I called the professor, and he called me the doctor. And his name was Leon Saunders, and we went to high school together, and then we went to college together. And we're still great friends today. And I used to call him the professor because when we would do anything, whether it was playing basketball or cards or just sitting around and shooting the breeze, he always had to have the upper hand. You know, he always could out-talk everybody, and to the point where he would lecture to me and to whoever else was around if we were willing to listen. So I just kind of dubbed him the professor one day, and he said, well, if I'm the professor, then you're the doctor. And we kind of had professional-sounding nicknames, and we just shared that amongst ourselves. And then we ended up graduating high school together and going to college, and other people picked up on our nicknames, and then mine eventually got
changed to Dr. J instead of just a doctor once I started playing professional basketball, and the team position was called Doc, and the trainer was called, well, he was called Chop, but the position became Dr. M and I became Dr. J, compliments of a guy I was rooming with in my first year, a guy named Willie Sojourner, and the Dr. J was kind of catchy, and I liked that. I said, if I'm gonna go through a name change, that's not a bad move, and it just sort of stuck since then, and you know, still here. Joueur majeur de son lycée, celui-ci était bien trop confidentiel, et Julius Erving ne se vit offrir que peu d'offres pour rejoindre le programme de basketball d'une université. Un seul et unique scout du pays, Howard Garfinkel, prit le soin de se déplacer pour constater son niveau. After I saw him play, and I rated him a 4, which isn't bad, you know. It's not a bad rating because he had no rating. No one thought he was going to be that good. No one knew he was alive as a player. Si Julius Erving ne fit pas la couverture des magazines, c'est sur les playgrounds de son quartier qu'il commença à réunir des admirateurs de plus en plus nombreux. Car dans la rue, Dr. J était un joueur totalement différent. I had a lot of tricky stuff around the basket, putting it up left-handed, right-handed, jumping over people. Un après-midi, alors que Dr. J jouait un match de rue, son entraîneur du lycée, Ray Wilson, assista aux performances d'Erving, sans que celui-ci soit au courant de sa venue. Julius is coming out on a fast break, and he was at the foul line. And Julius goes up in the air. Closed my eyes because I thought he wasn't going to be able to go that far in the air. But he just glided. And then he dunked on him. That was beyond my imagination. And he acted like it was no big deal. Cet épisode finit de convaincre Coach Wilson, qui appela aussitôt une vieille connaissance en la personne de l'entraîneur de l'université du Massachusetts. Ce dernier prit la décision d'offrir à Julius Erving une bourse pour rejoindre l'équipe des Minutemen, une opportunité que Dr. J ne laissa pas passer. Les performances d'Erving dépassèrent vite le basketball de rue. Alors freshman sur les bancs de l'université, Dr. J devint une célébrité locale et gagna le surnom de l'homme qui pouvait voler. I remember my first college game as a varsity player, and I had an exceptional game. I had a 27-point, 28-rebound game. And, you know, I wasn't a big guy, but I was able to chase rebounds down and set a school record in the first game. And I wanted to make a good impression. And I knew that rebounding was the strongest part of my game. I said, you know, every shot I take tonight, I might miss. Because, you know, sometimes that happens. I didn't think that was going to happen, but I knew that was a possibility. And that was something that, if it did happen, I would have to live with it. So I started trying to think of things that I definitely had control over, and I said, you know, when that ball goes up on the board, you know, nobody's going to pursue it harder than I. And with my jumping ability and quickness and vigor, you know, I mean, I know I can out-rebound everybody on the floor. Alors qu'il ne mesurait qu'1,90 m, Erving était capable de s'envoler dans les airs et époustoufla ainsi les étudiants de l'université, qui vantaient chacun à leur tour les exploits de Dr. J. Au fil de son parcours en NCAA, le nom d'Erving commença à se faire connaître nationalement, et sa carrière était enfin lancée. En février 1969, son petit frère Marvin lui rendit visite à l'université pour célébrer son anniversaire. Complaining about pain in his joints and had a rash. They go home and he's in the hospital. You know, the doctors were running tests. My mindset is they're going to get to the bottom of it. It's going to be treatable, and then he'll be all right. My mom calls me, and she says, you need to come back home. Leon Sanders se trouvait à ses côtés ce jour-là. He said, Lee, I just got a call from Mom, and Mom is not doing good, and they don't know if he's going to make it through the night. You know, I got to go home. And I said, hey, man, let's go. I'll drive. He was just quiet. He just was thinking about his brother. The trip was generally a 3+ hour trip, and we did it in under 2. We flew. And he, you know, literally jumped out the car and was running up the stairs. His mother was in the room, and, you know, I heard his mother scream. I just cry out.
He said, I'm really tired. And, they need to come and get me. And he's talking about the Angels. And that was the last thing he said to me. Effondré par le décès de son petit frère, Julius Erving prit la décision à son retour à l'université de ne plus seulement jouer pour lui-même, mais également pour l'héritage de son frère. Un geste qu'il mit en action durant toute sa carrière pour s'offrir un avantage psychologique sur les adversaires. En 3e année universitaire, Dr. J, qui avait gagné quelques centimètres pour atteindre 1m98, compila des statistiques ahurissantes, 27 points et 20 rebonds de moyenne par match. Pourtant, Erving n'était pas le plus à l'aise sur les parquets universitaires pour exprimer tout son potentiel. En effet, son jeu inspiré des playgrounds de rue n'était pas en adéquation avec le règlement de la NCAA, qui avait interdit la pratique du dunk quelques années auparavant. Pour donner libre cours à son répertoire de gestes spectaculaires, c'est dans le plus fameux playground du monde que Dr. J se rendit une fois la saison universitaire conclue. Pour cela, il nous faut voyager à Harlem, au nord de Manhattan, là où se trouve Rucker Park, un terrain utilisé depuis les années 50 par les plus grands streetballers américains. À Rucker Park, le score importe peu. Seul le spectacle et l'élégance font tourner la tête des spectateurs, qui s'agglutinent pour assister à d'incroyables performances de basketball. En venant à Rucker Park, Dr. J avait donc à cœur de démontrer ses talents dans les styles de jeu qu'il affectionnait le plus. Tom Hoover, un ancien joueur des Knicks, se souvient de cet épisode. Mais Hoover comprit rapidement de quel phénomène il avait affaire ce jour-là. Les moves spectaculaires de Dr. J à Rucker Park n'avaient jamais été vus auparavant. S'envolant dans les airs et claquant dunk sur dunk, tous les habitants d'Harlem commencèrent à se réunir pour assister à cette incroyable performance. Tom Hoover lui-même fit les frais du Dr. J. One time, I had the angle on him. He dunked the ball so bad, the ball hit me in the top of the head, my teeth fell out. Différents surnoms, tous plus incroyables les uns que les autres, commencèrent à circuler parmi la foule de Rucker Park ce jour-là. Pour clarifier la situation, Erving se dirigea vers le micro, en annonçant à la foule « Si vous voulez m'appeler par quelque chose, appelez-moi le docteur ». Et quelques secondes plus tard, la foule chantait à l'unisson au rythme de Dr. J. L'événement fut si spectaculaire que les habitants iront jusqu'à grimper sur les toits des immeubles et aux arbres pour avoir une chance d'apercevoir Dr. J en action. Une telle effervescence pour un seul joueur ne se produira plus jamais à Rucker Park et annonça avec fracas le commencement de la légende de Dr. J. Quelques années auparavant, en 1967, fut fondée la ABA, une ligue de basketball qui avait comme ambition de concurrencer la NBA grâce à une approche beaucoup plus spectaculaire du jeu et l'ajout de règles novatrices, comme l'introduction de la ligne à 3 points, ainsi que le concours de dunk. Ce jeu offensif et débridé attira l'attention de nombreux fans de basketball désireux de nouveautés. À cette époque, il ne fit donc aucun doute que la ABA était le terrain de jeu parfait pour Dr. J, lui-même issu de la tradition du streetball. Earl Foreman, le propriétaire de la défunte franchise des Virginia Squires, jeta donc son dévolu sur Julius Erving. I was in New York for an ABA meeting, and they mentioned the fact that there was this player up in New England that was so spectacular, Julius Erving, and I'd never heard of him. And they proceeded to extol all the virtues of how great he'd be in professional basketball. And with that conversation, I moved forward to see if I could sign him to a contract. At this time, I didn't even know who the Virginia Squires were. But my mother probably made $6,000 to $8,000 a year, and I was being offered $125,000 guaranteed for 4 years. The rest was history. Dr. J accepta donc l'offre des Virginia Squires et devint rapidement la tête d'affiche de la ABA. I think the first professional game that I ever played still remains to me the most exciting moment of my professional career. I had signed a contract with the American Basketball Association, and we had gone through an exhibition season, and a lot of speculation had been created about me and my teammates and my team, and
what our talent was, and that, you know, we were an exciting team to watch, and we represented something new and exciting in the game of professional basketball, because we played at a fast pace. We always pushed the ball, and there was a lot of room for creativity and excitement. So our game was a lot different than what was being played in the NBA, and we featured a lot of slam dunking. And I think the first professional game was clearly different from the exhibitions and what had happened in the summer, even though I'd been on the basketball court with a lot of professionals. This is when it really counted. You know, this was the beginning of the career. Sur les parquets de la ABA, Dr. J avait trouvé le terrain de jeu idéal pour faire taire les détracteurs qui pensaient que son style n'était pas compatible avec un match professionnel. Même dans une ligue folle comme la ABA, Julius Erving devint l'idole des fans de basketball, de par son jeu débridé, inspiré des playgrounds. Mais la ABA souffrait d'une exposition médiatique bien en deçà de la NBA. Les matchs n'étaient même pas diffusés à la télévision, et il était donc bien compliqué de voir Dr. J en action pour les fans, qui devaient se contenter du bouche à oreille des spectateurs en salle. C'est également cette année-là que Julius Erving épousa Turquoise, qui resta sa compagne pendant les 3 décennies suivantes, et avec qui il aura 4 enfants. It was a beautiful time. I mean, I have a wife and I have 2 sons, and I'm very happy, very excited about the prospects for the future with a woman who I adore and who I'm going to spend the rest of my life with. And basketball seemed to be taking care of itself. Profitant de la popularité d'Erving, la NBA décida d'entreprendre des manœuvres pour faire venir Dr. J dans la ligue, ce qui poussa le propriétaire des Virginia Squires à transférer son joueur phare vers un marché plus important. As much concerned with his playing for the ABA almost as I was with his playing for the Squires. And I contacted the owner of the Nets and worked out an arrangement. En 1973, Dr. J, alors meilleur marqueur de la ABA, fut donc transféré vers les New York Nets. Désormais, la plus grande star de la ligue était dans la plus grande franchise, qui se trouvait à Hempstead, la ville natale d'Erving. New York has always been my home. L'arrivée de Julius Erving à New York permit aux Nets de devenir favoris au titre de champion de la ABA. Identity of the Nets now is Brooklyn, but you know, my time here and my era here, I think was very, very special. Mais la popularité de Dr. J ne fut pas limitée à ses actions sur les parquets. En ce milieu des années 70, période d'expression artistique forte, Dr. J était devenu une icône de la culture populaire, de par son style, ses accoutrements et son charisme. Un magazine ira même jusqu'à lui donner le surnom de l'homme le plus cool du pays. Partout où les Nets se jouaient, tous les spectateurs n'avaient qu'une idée en tête, voir Dr. J. À la fin de sa première saison jouée à New York, Erving fut sacré meilleur marqueur et obtint ainsi son premier trophée de MVP. Mais surtout, il porta les Nets vers un titre de champion. Si la magie de Dr. J opérait toujours de manière aussi spectaculaire, ce n'était pas le cas de la ABA, qui était en pleine crise financière de par l'absence d'exposition médiatique et de contrats télévisés. 10 ans après le début des hostilités entre les deux ligues, le constat était désormais clair, la ABA avait perdu la guerre et devait rendre les armes. Le All-Star Weekend de la ABA en 1976 s'annonça comme le chant du cygne de la ligue. Dr. J était bien évidemment la tête d'affiche de l'événement, lui qui fit le show toute la nuit. Le clou du spectacle fut à la fin du concours de dunk. Avec une confiance inébranlable, Erving se dirigea vers le logo central du terrain avant de littéralement décoller devant la ligne de lancer franc pour claquer un dunk surpuissant. Nul besoin de préciser qu'il remporta le concours sans aucune contestation. Cette même année, dans un mince espoir de survie, la ABA réduit le nombre de franchises participantes à seulement 7. Erving remporta le titre de MVP ainsi que celui du meilleur marqueur 3 saisons consécutives. Un buzzer beater de Dr. J permit aux Nets de prendre la tête de la série et de devenir champion pour la 2e fois en 3 ans.
Finalement, l'inévitable se produisit lorsque la ABA et la NBA fusionnèrent. Cette dernière absorba 4 franchises de son ancienne concurrente, les Nets de New York, les Pacers de l'Indiana, les Spurs de San Antonio et les Nuggets de Denver. Pourtant, la NBA n'eut pas la main légère avec ces nouvelles franchises, en leur imposant une taxe énorme pour rejoindre la ligue. En difficulté financière, les New York Nets ne pouvaient donc plus se permettre d'assumer le salaire de Julius Erving, et n'eurent pas d'autre solution que de transférer Dr. J vers les Sixers, très insistant pour acquérir le joueur. Plus tard, Roy Bowe, le propriétaire d'alors des Nets, s'exprima en ces mots. L'accord de fusion a tué les Nets en tant que franchise NBA. Cela nous a donné la possibilité d'entrer dans la NBA, mais surtout l'obligation de détruire l'équipe en vendant Erving pour payer la facture. Le 21 octobre 1976, Philadelphie présenta fièrement à la presse l'acquisition de son nouveau joyau, Dr. J, qui fit enfin sa grande apparition en NBA. Pourtant, la Grande Ligue était également dans une piètre situation à cette époque. Suite à l'âge d'or des Boston Celtics et de joueurs spectaculaires comme Will Chamberlain, la NBA n'avait pas réussi sa transition dans les années 1970. Les spectateurs désertèrent les enceintes et la ligue était minée par la violence et la drogue. Dans les milieux conservateurs, la NBA était également perçue comme une ligue comprenant une trop grande quantité de joueurs afro-américains. Le fait qu'Erving était lui-même issu de quartiers noirs pauvres et que son style était basé sur celui de la rue sema le doute des observateurs sur sa réussite dans la ligue. De Rocker Park à Philadelphie, il était maintenant temps pour Dr. J de montrer qu'il n'était pas qu'un phénomène de foire, mais également un basketteur d'exception. Peu de temps fut nécessaire à Erving pour faire taire les détracteurs, lui qui devint le joueur clé de sa franchise, qu'il mena à une saison à 50 victoires. Dr. J n'était pas un basketteur comme les autres. Pour lui, les parquets étaient sa toile et la balle son pinceau. Tel un artiste, Erving volait dans les airs avec une élégance rare. Chacun de ses gestes était pétri de classe et il transforma la brutalité apparente du dunk en une ode à l'art moderne qu'est le basketball. Son style de jeu peut paraître improvisé, mais fait en réalité écho à des années de pratique de rue dans la grisaille new-yorkaise. Là où les flashs ne crépitent jamais, les diamants ne scintillent pas, mais le cœur des athlètes vibre avec passion au rythme des dribbles sur le bitume. When handling the ball, I always would look for daylight, wherever there was daylight. And sometimes, there'd only be a little bit of daylight, like between two players, and you find a way to get the ball between there and your body through there, and you make something happen. And having good peripheral vision, I would always see daylight, and maybe I could see daylight that a lot of other players couldn't see. À cette époque, tous les jeunes joueurs du pays n'ont qu'un rêve en tête, celui d'atteindre le niveau de Dr. J, comme Magic Johnson le raconta plus tard. La NBA n'avait jamais vu un joueur comme Erving ou une équipe comme les Sixers, qui comptait autour de Dr. J, George McGuinness, Ward Bufry, Doug Collins ou Daryl Dawkins. And here I am. You give it to me, I'm shooting it. When our team, first guy got it, shot it. We play street ball. They are the Philadelphia 76ers, the greatest collection of individual talent ever assembled on one basketball team. Entouré de joueurs très adroits au tir, Dr. J dut modifier son jeu, en monopolisant bien moins la balle au service du collectif. Well, scoring is an individual statistic, and I think the objectives of the team are things that have to be paramount and have to come first. Cette stratégie fonctionna à merveille, puisque les Sixers se glissèrent jusqu'au final NBA 1977, avec comme adversaires les Portland Trail Blazers. Les deux équipes jouèrent avec une incroyable adversité, et les Sixers remportèrent les 2 premiers matchs à domicile. Le cours de la série prit une tournure fâcheuse, à la fin du match 2, lors duquel une bagarre générale se déclencha. Ceci sera un élément moteur dans la résilience psychologique de Portland, qui se présenta à domicile le couteau entre les dents. Remportant 4 rencontres d'affilée, la jeune franchise des Blazers gagna le seul et unique titre de leur histoire, à l'issue du match 6, et ce malgré les 40 points inscrits par Julius Erving. Le coach de Philadelphie, Ginny Shu,
prit la décision d'offrir la balle de match à McGuinness au lieu d'Irving, une action que les fans des Sixers regrettent jusqu'à ce jour. Pétri d'humilité, Irving poussa ses coéquipiers à se rendre dans le vestiaire de leur adversaire pour les féliciter de leur victoire. Le pivot Bill Walton fut nommé MVP des finales, et lorsqu'un journaliste demanda à Dr. J de commenter le match de son adversaire, il dit tout simplement que ce dernier était une source d'inspiration pour lui. I firmly believe that respect is a lot more important and a lot greater than popularity. And when one becomes a world champion, they're not automatically respected. They're immensely popular because of that, because of the coverage, media coverage and exposure. And but respect is something that you garner by going through the long, hard route of giving it and receiving it and making it solid. And it's a permanent situation, and to have the respect of a lot of people and to be a respected person is so much more important to me at this stage in my life. And if I had not won a world championship in basketball, I think that would probably still be there. And that's really what counts to me. Mais même des faits, Julius Erving était sorti par la grande porte de cette saison, qu'il avait consacrée comme l'une, sinon la plus grande star de la NBA, adoubé aussi bien par les fans que par ses pairs. En dehors des parquets, Erving brisa également les stéréotypes sur la communauté afro-américaine, en prenant grand soin de son apparence et de sa manière de parler. Sa popularité fit de lui l'un des premiers joueurs à avoir son propre modèle de chaussures, conçu par Converse. Il fut aussi l'une des premières vedettes afro-américaines à apparaître dans des publicités et à mettre sa notoriété au service du commerce. Blanc ou noir, la couleur importait peu pour de nombreux enfants américains qui avaient placé Dr. J comme leur modèle. Cette situation, qui peut paraître normale aujourd'hui, était loin d'être évidente dans cette société américaine qui portait encore les stigmates de la ségrégation. En 1980, celui qui avait passé son enfance dans un logement social pour défavorisés s'était désormais offert un vaste manoir à Philadelphie. Un rêve, mais surtout une forte motivation pour de nombreux jeunes afro-américains, et notamment un certain Magic Johnson. Got him on the phone. I said, I'm trying to turn pro, thinking about it. What's the pros and cons? And he said, look, come on out to Philly and you can stay with me for the weekend. And I'm like, what? So I couldn't wait to get off the phone, telling all my friends, I'm going to Philly, I'm going to stay at Dr. J's house. L'équipe de Philadelphie construite autour de lui, Erving fit son retour lors des finales 1980, qui virent les Sixers affronter les Lakers, portés par un rookie du nom de Magic Johnson. C'est lors du match 4 de cette série, mené par Los Angeles 2-1, que Dr. J offrit l'une des actions les plus emblématiques de sa carrière. Lors du 4e quart-temps, il prit son envol dans la raquette pour tenter un difficile finger roll. Sa route étant barrée par un certain Karim Abdul-Jabbar, Dr. J flotta dans les airs comme en apesanteur et marqua d'une main un panier de derrière le panneau. Cette performance, qui gagna plus tard le surnom de Baseline Move, est inscrite dans le marbre comme l'un des moments les plus légendaires de l'histoire des finales NBA. Malheureusement pour lui, son adversaire, Magic Johnson, était également désireux d'inscrire son nom dans l'histoire lors de cette série. Alors que les Lakers étaient à une seule victoire du titre, Johnson offrit une performance incroyable, ponctuée par 42 points, 15 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions. Cette saison, la 4e d'Irving à Philadelphie, fut encore une fois conclue sans titre de champion. À 30 ans passés, Dr. J savait que l'histoire du sport est marquée par le sceau de la victoire et qu'il lui faut saisir un titre pour assurer son héritage. En 1981, ses 24,4 points de moyenne lui permirent de glaner son seul et unique trophée de MVP en NBA. Malheureusement, il ne put répéter le succès collectivement, puisque les Sixers échouèrent 4 matchs à 3 en demi-finale de conférence Est face aux Celtics de Larry Bird. L'année suivante, lors de la saison 1982, Philadelphie accrocha une nouvelle place en finale NBA, qu'ils perdirent toutefois 4 matchs à 2 face aux Lakers, une déception supplémentaire dans la course au Graal de Dr. J. Toujours aussi efficace,
Irving n'était malheureusement pas suffisamment bien entouré aux Sixers pour faire face à la concurrence. Face à des dios comme Magic et Jabbar ou McHale et Bird, Dr. J avait grand besoin d'un acolyte à ses côtés pour pouvoir prétendre à la victoire finale. Pour remédier à cette situation, la direction de Philadelphie jeta son dévolu sur le pivot Moses Malone, qui rejoignit l'équipe en apportant sa taille et sa puissance dans la raquette des Sixers. Désormais, Dr. J n'était plus le seul, et le duo Irving-Malone fit vite des étincelles grâce à leur incroyable complémentarité. Philadelphie finit la saison avec le meilleur bilan de la ligue, et figurait plus que jamais comme un favori sérieux à la victoire finale. En fin de saison régulière, lors d'un match contre les Los Angeles Lakers, Dr. J signa un dunk légendaire sur la tête de Michael Cooper, une action considérée jusqu'à aujourd'hui comme l'un des plus impressionnants dunks de l'histoire. Le commentateur Chick Hearn s'exclama en direct sur cette action, en la qualifiant de Rock the Baby, soit bercer le bébé. C'est ainsi que ce dunk est toujours renommé jusqu'à aujourd'hui, et la victime, Michael Cooper, n'en est pas éhonté. Ceci sera annonciateur des finales NBA 1983, face à leur ennemi juré, les Los Angeles Lakers. Comme jamais dans l'histoire de la NBA, l'opinion publique américaine était en très grande majorité supporter des Sixers, pour enfin voir leur idole Dr. J décrocher un titre de champion. Cette fois-ci, il n'y aura pas de discussion. Les Sixers de Malone et Irving sweepèrent les Lakers en remportant les finales 1983, 4 matchs à 0. 7 ans après son arrivée dans la Grande Ligue, Dr. J avait enfin atteint son rêve, devenir champion NBA. Âgé de 33 ans, Dr. J joua encore plusieurs saisons supplémentaires de grande facture, avant d'annoncer en 1986 que cette saison sera la dernière de sa carrière. Cette année sera un grand tour d'honneur pour Dr. J, qui se vit couvert d'éloges dans toutes les villes du pays. Un adieu émouvant de la part du public et des joueurs qui avaient tant admiré Julius Erving durant ses 16 saisons professionnelles. Les Nets profitèrent de l'occasion pour retirer à jamais le numéro 32 de leur ancienne gloire, une action imitée par les Sixers l'année suivante. Inépuisable source d'inspiration pour la génération de joueurs suivant Dr. J, Michael Jordan rendit hommage à Julius Erving en 1988, lors du NBA Slam Dunk Contest, sous les yeux de celui-ci. Lorsque le spleen prend place dans votre quotidien et que le besoin d'évasion se fait ressentir, échappez-vous donc en délectant vos pupilles par l'élégance de Julius Erving. Oui, la beauté du basketball est parfois la plus efficace des médecines. Nul doute que les meilleurs remèdes sont à prescrire chez Dr. J.